Lula Plus est plus qu'un média d'information. Pour vos annonces et publicités, une seule adresse www.lulaplus.com. Bonjour chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Santé pour tous sur Lula Plus TV. Merci de pratiquer ce média. Alors notre plaisir est de vous voir pratiquer, d'être avec nous. Aujourd'hui, on va parler de la santé parce que ça intéresse tout le monde. C'est pourquoi on dit santé pour tous. On va parler de ça. Il faut que les gens soient informés. Nous recevons Dr Jean-Baptiste Sagno qui va nous parler alors de la santé publique et comment l'être humain dans la société, ici, dans la société guinéenne, doit se comporter et contrôler surtout son état de santé. Bienvenue encore à nouveau dans cette émission Santé pour tous sur Lula Plus TV. Lula Plus est plus qu'un média d'information. Pour vos annonces et publicités, une seule adresse www.lulaplus.com. Bonjour docteur. Bonjour Monsieur Yves. Comment ça va? Je vais très bien. Merci d'être là et bienvenue dans l'émission Santé pour tous. Et vous allez vous présenter à tous nos téléspectateurs sur Lula Plus Média. C'est un plaisir. Oui. Bonjour à tous. Bonjour chers téléspectateurs. Bonjour chers auditeurs. Oui. Moi, mon nom c'est Sagno Jean-Baptiste. Je suis médecin, issu de la 36e promotion de la faculté médecine odonto-stomatologie de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. Et actuellement, je suis en vacances à Conakry. Et je suis médecin, manager et je travaille pour MSF Belgique. Et en partance pour une position en Égypte au Caire. Vous résidez où actuellement? Vous êtes en Guinée ou bien vous êtes à l'étranger? Je travaille à l'international. Je ne réside pas dans un pays fixe puisque nous partons en mission. Et j'étais en mission en Centrafrique. Je viens de finir. Je dois me rendre en Égypte où je vais travailler à cheval avec le Soudan où il y a les réfugiés. Voilà. Donc, je ne réside pas dans un pays. Mon pays de résidence, c'est la Guinée-Conakry. Ok, d'accord. Et dites-nous, les différentes traversées dont vous parlez, est-ce que c'est l'État guinéen qui vous envoie ou bien c'est à l'issue d'un texte de recrutement que ces institutions internationales puissent vous récupérer? Oui, très bien. Après ma soutenance ici à Conakry, j'ai d'abord fait une formation au Mozambique en passant par l'Afrique du Sud avec le programme DREAM. Et je suis revenu en Guinée où j'ai eu d'abord à travailler avec une ONG, Action Humanitaire Afrique, en RDC, au niveau de l'Équateur. C'était en 2005 et 2006. Et nous étions là pour le rapatriement des réfugiés congolais qui, après la guerre, devaient se retourner au Congo. Nous, on s'occupait du domaine de la santé. Et j'étais le coordinateur médical du projet. Après, je suis reparti au Malawi, où j'ai travaillé avec le programme DREAM. Au Malawi, j'étais au compte du programme DREAM, mais en même temps, le ministère de la Santé m'a détecté, où j'étais là aussi pour contribuer au renforcement du système de santé de la République du Malawi. Et en plus, j'ai aussi été détecté par SADC, c'est la communauté de l'Afrique australe, c'est comme notre CEDEAO ici. Et j'étais là aussi dans le domaine de la santé pour le renforcement du système de santé de SADC. Et après, en 2021-22, quand il y a eu la création de Servir 224, Guinée 224, qui a été créée, j'ai postulé et je voudrais vraiment venir travailler en Guinée. Et quand je suis venu, bon, je pense que ça n'a pas marché. Et j'avais postulé avec MSF Belgique qui a immédiatement recruté. Donc, c'était à la suite d'un recrutement en ligne. Il faut postuler en ligne. Et ça s'est bien passé. Donc, j'avais commencé en RDC encore. C'était ma deuxième mission en RDC. Ça, c'était en 2022-2023. Ensuite, j'ai été posté en République centrafricaine en 2023-2024. Je viens de finir en République centrafricaine et je viens d'être posté en Égypte. Encore en Égypte. Voilà, encore en Égypte. Et je vous dis que ce n'est pas le gouvernement qui m'a envoyé. Donc, c'est à la suite d'un recrutement en ligne. Voilà. Effort personnel, docteur et Sagno, on va parler de ce qui concerne la santé. Or,
quelle est l'importance surtout, et nous les êtres humains, puisque nous sommes profanes, nous ne connaissons pas, quand vous parlez de la santé communautaire, il s'agit de quoi? La santé d'abord, c'est un bien-être physique, mental, social, et certains vont dire même économique. Puisque quand tu n'es pas économiquement stable, ça peut amener des maladies. Nous le connaissons toujours, la santé a un prix. Et quand tu es très pauvre, quand tu n'as rien, tu es exposé à faire toutes sortes de maladies. Je suis d'accord. Donc ça, c'est de façon générale, la définition de la santé. Mais en matière de santé publique, la santé publique, donc c'est l'art de faire la promotion de la santé, la protection de la santé et la restauration de la santé. Donc ça se fait dans ces trois domaines. Donc la santé publique, c'est un domaine communautaire, s'il faut dire, qui va parler de la prévention, mais aussi quand il y a les épidémies, c'est beaucoup plus la santé publique qui intervient pour prévenir ces maladies. Donc ça commence d'abord par la promotion, donc il faut informer la communauté. Ensuite, il faut protéger la santé de cette communauté. Et ensuite, il faut restaurer, ça peut être une épidémie, une collectivité qui est affectée par une épidémie. Il faut rentrer dans cette collectivité pour restaurer la santé de cette collectivité. La santé publique, donc, est moins chère, puisque ça prévient les maladies, ça intervient dans une communauté large où tout le monde peut bénéficier. Et ça peut aussi intervenir pendant qu'il n'y a pas de maladie. Donc, pour prévenir les maladies, c'est très important de parler de la santé communautaire. Je te donne un exemple. Aujourd'hui, par exemple, les taxis motos, c'est à la vogue. Ce n'est pas seulement en Guinée, c'est partout. Ces taxis motos traversent parfois des parties poussiéreuses où il y a beaucoup de poussière. Ils sont exposés, ils respirent l'air qui n'est pas vraiment propre. Et en respirant cette grande quantité d'air, ils s'exposent à faire des infections ou à développer des maladies respiratoires. Alors la santé publique peut intervenir là pour sensibiliser cette communauté qui est là, qui est exposée, pour ne pas que cette communauté développe ces maladies. Puisqu'en fin de compte, ce sont des personnes qui vont se retrouver à l'hôpital, qui vont coûter cher, la prise en charge devient chère, alors qu'une petite sensibilisation communautaire peut permettre de prévenir ces maladies. Donc c'est très important la santé communautaire. Donc c'est ça la santé publique. Pour celui qui n'est pas trop informé, il ne connaît pas, vous parlez de la santé publique et la santé communautaire. Est-ce qu'il y a une différence? Il n'y a pas de différence. Alors la santé publique se réfère à la santé communautaire. C'est la santé d'une communauté, n'est-ce pas? C'est la santé d'une collectivité, d'une population bien déterminée. Par exemple, l'OMS, faire la promotion de la santé publique. Et donc, la santé qui est basée au niveau de la communauté. Donc, ça, je peux dire c'est à peu près la même chose. Mais quand vous prenez maintenant une personne qui est admise à l'hôpital, là, on ne parle plus de la santé communautaire, nous ne parlons plus de la santé publique, nous parlons de la prise en charge. Donc, ça, c'est la santé clinique, n'est-ce pas? Alors que la santé publique, c'est celle qui s'appuie au niveau de la communauté. C'est-à-dire ça peut se faire même pendant qu'il n'y a pas encore de maladie. Parce qu'on fait de la promotion, on fait de la prévention et on fait aussi de la restauration de cette santé au niveau de la communauté. Donc, juste pour lever l'équivoque, c'est à peu près la même chose. D'accord. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut lorsqu'on est en contact avec des communautés, soit dans un milieu rural, qu'est-ce qu'il faut pour que cette communauté ou cette population dans un coin reculé puisse éviter les différentes maladies dont vous citez tout à l'heure? Bon, je vous donne un exemple aujourd'hui. C'est très simple. Dans ces 10 dernières années, les maladies cardiovasculaires ont fait beaucoup plus de victimes que le VIH-Sida. N'est-ce pas? Dans ces 10 dernières années. Si avant, on avait beaucoup plus peur du VIH, aujourd'hui, ce n'est pas le VIH qui tue. Ce sont les maladies cardiovasculaires et en l'occurrence, l'hypertension artérielle et ses complications. Et à un certain âge, au-delà de 40 ans, la personne est exposée à développer une maladie cardiovasculaire. C'est dû à l'âge, donc au vieillissement des organes. Alors, cette communauté qui est là, il faut la sensibiliser à, par exemple, prévenir ces maladies cardiovasculaires. Nous avons fait des études, par exemple, au Malawi, où nous avons constaté que dans les régions où il y a beaucoup plus de vélos, il y a moins d'hypertension artérielle dans ces communautés que là où il n'y a pas de vélo. Aujourd'hui, les motos sont à la vogue. C'est bien,
mais les gens ne font plus d'exercice physique. Avec le vélo, c'est un bon moyen de sport, par exemple. Bon, voilà des moyens simples qu'on peut éduquer la communauté, par exemple, de dire, le vélo est bien, parce que les gens ont les moyens de s'acheter aujourd'hui une moto. Oui. Mais les conséquences, c'est que tu es assis là, tu ne fais pas de mouvement. Alors qu'avec le vélo, c'est tout le corps qui fait. Alors quand on est en contact avec ces communautés, il faut d'abord les expliquer. Le problème de la santé publique repose surtout sur l'éducation, la sensibilisation. Puisque ces communautés ne savent pas. Et parfois, c'est des moyens très simples, mais ces communautés ne savent pas. Dire, par exemple, à une personne qui est au-delà de 40 ans qu'il faut au moins chaque 3 mois de se faire contrôler sa tension artérielle. C'est une façon de prévenir que d'attendre qu'un jour, l'intéressé fait une crise, il tombe et en ce moment, on découvre qu'il avait une hypertension artérielle qu'il avait depuis longtemps. Mais on peut l'éduquer, on peut éduquer une population et l'avantage de la santé publique ou la santé communautaire, c'est qu'on s'adresse à une grande partie de la population à la fois. Avec une petite ressource humaine, avec un petit moyen, on peut prévenir beaucoup de maladies. Est-ce que pour une personne qui est victime, qui fait une crise à l'issue d'une hypertension artérielle, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord? Qu'est-ce qu'il faut faire sur le champ rapidement pour que l'intéressé revienne à l'état normal? Est-ce qu'il y a une intervention rapide avant qu'on ne soit dans un dispensaire ou bien dans une clinique de la place? L'acte le plus important, c'est que l'intéressé soit dans un milieu aéré. Il faut que la respiration soit très rapide, la respiration, l'air soit bien, la place soit bien aérée. Ça, c'est la première des choses. En tant que quelqu'un qui n'est pas de la matière, il n'y a aucun geste à faire. Le seul geste le plus important, c'est vraiment d'appeler un professionnel de la santé. C'est d'appeler un professionnel de la santé le plus rapidement que cette personne vient et qu'on transporte le plus rapidement. En matière de crise cardiaque, c'est la rapidité, le temps qui va s'écouler entre cette crise et l'arrivée au niveau de l'hôpital. Donc, on a, en matière de santé publique, nous parlons par exemple des retards. Okay? Il y a le premier retard, c'est la décision d'abord de prendre est-ce que je dois partir à l'hôpital. Le deuxième retard, c'est ce transport qu'on fait pour partir à l'hôpital. Le troisième retard, c'est quand tu arrives à l'hôpital, le temps que le professionnel de santé met pour prendre soin de toi. Donc, ces 3 retards-là jouent comme des facteurs déterminants pour sauver la vie d'une personne. Donc, le plus important, c'est que la personne ou la famille décide d'abord d'envoyer cette personne rapidement à l'hôpital et que les moyens soient là. Donc, l'hôpital le plus rapide, le plus proche, s'il faut dire. C'est là qu'il faut envoyer le malade. Il y a d'autres symptômes que les gens font des communications interpersonnelles pour les profanes que nous sommes. Et quelqu'un qui va régulièrement dans les toilettes pour pisser, régulièrement l'urine, ça vient à chaque seconde, à quelques minutes. Est-ce que ces symptômes sont synonymes d'une provocation de maladie? Je peux dire que ça dépend aussi de l'âge. Ça dépend aussi de l'entrée de liquide que tu as. Mais quand il y a une fréquence élevée d'uriner, il faut rapidement consulter. Parce qu'il y a beaucoup de causes. Il y a beaucoup de causes qui découlent. La chose la plus importante, il faut obligatoirement se faire consulter. Un autre exemple, par exemple, le cancer de la prostate. Quand on est au-delà de 40 ans, on est exposé on a un risque de développer le cancer de la prostate. Et un des signes de cancer de la prostate, par exemple, c'est uriner fréquemment. Alors, toute personne qui est au-delà de 40 ans, par exemple, doit se faire dépister pour le cancer de la prostate. Il y a des tests qui se font. Et ça, c'est une façon, n'est-ce pas, de diagnostiquer le plus rapidement que possible et faire les traitements. Parce que le cancer à un certain stade ne peut pas être soigné. Donc, on fait ce qu'on appelle le traitement palliatif, c'est-à-dire on te donne les médicaments pour t'accompagner doucement vers la mort. Donc, pour éviter ça, il y a à un certain âge, donc, vous savez, il y a le 2e âge et il y a le 3e âge, ce qu'on appelle les personnes âgées, par exemple. Ces personnes âgées sont des personnes vulnérables. À un certain âge, il y a, par exemple, il faut faire
des tests de routine. L'hypertension artérielle, il faut contrôler sa tension artérielle, il faut voir est-ce que les reins fonctionnent très bien, il faut voir est-ce qu'il n'a pas de cancer de prostate si c'est un homme, si c'est une femme, si elle est jeune aussi, il y a aussi le cancer du col de l'utérus qu'il faut voir, il y a les cancers du sein. Donc, ces programmes sont mis en place normalement pour prévenir. Et l'avantage, par exemple, du cancer du col de l'utérus, c'est que quand elle est détectée à un niveau initial, on peut encore la traiter. Voilà. Est-ce que ces cancers, ce sont des maladies contagieuses, les cancers de l'utérus, par exemple? Est-ce que cette maladie est contagieuse? Le cancer n'est pas en lui-même une maladie contagieuse. C'est-à-dire que quand tu as le cancer, je te touche, tu peux me contaminer. Non. Le cancer, c'est quoi? C'est une prolifération des tissus. C'est-à-dire le tissu change de texture, change, n'est-ce pas, de comportement. Et ce tissu se comporte comme un tissu étranger qui n'est plus au contrôle du cerveau. Puisque c'est le cerveau qui contrôle notre corps. C'est le cerveau qui me permet de te parler comme je le fais. Et c'est ton cerveau qui te permet de me poser cette question. Alors, le cerveau contrôle tout notre organisme. Mais dans matière de cancer, ces cellules-là échappent, n'est-ce pas, au contrôle du cerveau et qui vont se comporter exceptionnellement de leur façon et qui vont commencer à dominer notre organisme. D'accord. Puisque nous tendons vers la fin de cette émission Santé pour tous, et quel est le message? Qu'est-ce qu'on peut retenir de tout ce que vous avez expliqué à l'endroit non seulement de la nouvelle génération et des personnes qui vous suivent, qui ne sont pas spécialistes en matière de la santé? C'est très important de parler de la santé publique, de la santé communautaire, puisque parlant de la santé communautaire, la sensibilisation, la promotion, ça nous permet d'éviter beaucoup de maladies, n'est-ce pas? Mais moi, je dis par exemple à la jeunesse, à la nouvelle génération, par exemple, les gens passent beaucoup de temps sur Facebook, en train de regarder beaucoup de choses sur TikTok, mais rarement tu vois quelqu'un qui s'intéresse, par exemple, à la santé, n'est-ce pas? Pourtant, même sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, il y a beaucoup d'émissions sur la santé. C'est très important. Je ne dis pas que les gens doivent laisser ce qu'ils doivent faire sur Facebook, mais quand même qu'on puisse prendre un temps, n'est-ce pas? Quand on dit, par exemple, prends soin de toi-même, c'est un message très fort. Prends soin de toi-même, c'est un message très fort. Ça veut dire quoi? Moi, ma santé, je suis responsable de ma santé. Avant que l'État ou le gouvernement ne soit responsable de ma santé, je suis responsable de ma santé, puisque je mange ce que je veux. Ce n'est pas l'État qui va me dire, mange ça, ne mange pas ça. On peut me donner des conseils, mais quand je suis seul, je mange ce que je veux. Donc la santé, surtout l'hygiène, nous sommes tous responsables de l'hygiène de l'environnement. Et si l'environnement n'est pas bien, nous sommes exposés à faire beaucoup de maladies. Les maladies diarrhéiques, le paludisme fait partie si l'environnement n'est pas bien. On doit prendre en charge notre propre santé. Très important. D'accord. Merci, docteur. Vraiment, c'est que vous nous avez donné quand même quelques explications qui nous va droit au cœur. Nous vous disons un grand merci. Alors, chers téléspectateurs, mesdames et messieurs, nous l'avons reçu ici au compte de cette émission Santé pour tous sur le La Plus Média. Vous le savez, merci pour votre fidélité. Ça vous a certainement servi, eh bien, de long en large. Il est fonctionnaire international. Il est en séjour en Guinée actuellement, Guinée-Conakry bien sûr. Nous vous disons un grand merci pour votre passage ici dans cette émission sur le La Plus TV et on s'obtient rendez-vous très prochainement et au revoir. Le Plus, c'est plus qu'un média d'information pour vos annonces et publicités. Une seule adresse, www.lulaplus.org. Votre média partenaire, c'est le média de la confiance et de l'avenir. Votre satisfaction, c'est notre obligation. Le Plus Média nous informe mieux. Pour toute information, contactez notre service commercial au 610 43 53 08, le 622 28 80 03, réception@lulaplus.org, sur notre site www.lulaplus.org.